Yann, tu nous dis un petit mot, et puis après Josette vient nous parler des entendeurs. Merci. Je m'appelle Yann, je représente la petite association dans la grosse organisation. Donc cette petite association, c'est le REF France, le réseau français sur l'entente de voix. Pour les personnes ici qui ne connaissent pas, je vous invite à vous procurer le flyer qui est sur la table à l'extérieur, enfin juste à l'entrée, je veux dire. Et vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées si vous voulez recevoir les mails d'information sur l'association. Je voulais dire quelques mots avant de laisser la parole à Josette et puis à Vincent sur notre journée d'hier, parce que peut-être vous avez vu qu'hier il y avait déjà une journée sur l'entente de voix. C'était une journée qui était pour les entendeurs de voix eux-mêmes, et on a eu notamment des ateliers, comme on aura d'ailleurs aujourd'hui. Donc ces ateliers, en fait, pour vous donner un petit peu le principe, c'est vraiment des espaces d'échange entre nous. C'est pas un espace où on a des réponses à apporter, c'est vraiment un espace où on construit collectivement des choses qui nous conviennent. Et parmi les thèmes hier qu'on a discuté, il y avait, alors je l'ai dit dans l'ordre, il y avait comment devenir entendeur de voix, il y avait l'amitié, la fraternité donc pour les entendeurs de voix, comment filer le traumatisme, comment changer la psychiatrie vers l'approche entendeur de voix ou vers l'entente de voix. Et aussi, il y avait un groupe sur comment traiter la crise sans hospitalisation. Donc, on a eu déjà des éléments, des pistes très intéressantes ce matin, donc avec une comparaison hier entre le Brésil et la France. Voilà, et puis bien d'autres thèmes. Et je voulais juste... donc, il y a eu aussi un groupe sur lequel on a essayé de travailler à une déclaration de Marseille qui devait prendre la forme d'un engagement, et je vais vous la lire parce qu'elle est assez courte. Alors c'est un brouillon, elle est en élaboration, donc bien sûr vous êtes bienvenus pour contribuer. Donc c'était: nous considérons toutes les expériences humaines, entre parenthèses entendre des voix, voir des visions, etc., comme significatives. Nous revendiquons notre droit à nous rétablir en nous réappropriant nos expériences et en faisant nos propres choix. Nous nous engageons à une acceptation inconditionnelle de nos différences et nos particularités, pour faire exister une communauté où nos dites vulnérabilités deviennent des forces. Notre but ultime est une forme de libération personnelle et de justice sociale. Et je vais donc laisser maintenant la parole à Josette, qui va nous parler de son parcours d'entendeuse de voix. Et après, Vincent nous parlera de comment former son psychiatre à l'écoute des entendeurs. J'ai une question. Mon psychiatre me demande de vous poser une question. Combien il y a de personnes qui ont eu affaire à la psychiatrie dans la salle? Alors voilà. Comment on fait des catégories? Pas les soignants, oui. C'est parce qu'il y a les parents, les proches. Oui, donc parents, proches, oui, c'est inclus. Pas les professionnels, en fait, mais les personnes qui ont eu affaire à la psychiatrie. Parce qu'un professionnel ne peut pas avoir affaire à la psychiatrie. Si, aussi, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, oui, pas ceux qui... Bonjour, donc je suis Josette et j'entends des voix depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années. Je fais partie du REF France, et si j'ai rejoint cette association, c'est bien évidemment parce que j'entendais des voix et que j'étais ravie de pouvoir partager et échanger avec d'autres personnes qui entendent des voix également, et aussi pour pouvoir aider ceux qui sont dans la souffrance et les accompagner et essayer d'aller vers ce rétablissement, justement, qu'on puisse à nouveau avoir un lien familial et social et une vie équilibrée. Donc je vais vous raconter mon histoire. Moi, je ne suis pas passée par la psychiatrie. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir toute seule dans mon coin. Voilà, donc j'ai toujours pensé que si j'étais née, par exemple, dans l'Antiquité, j'aurais pu être la Pythie, l'oracle, celle qu'on vient voir parce qu'elle
entend la voix des dieux, elle était reconnue et honorée. C'est une place qui ne m'aurait pas déplu. Et si j'étais née au Moyen-Âge, là, je pense que ça aurait été très différent. J'aurais sans doute été la sorcière, celle qui commerce avec le diable. Et bien évidemment, à la fin, ça se termine très mal, j'aurais été brûlée. Ou alors, à contrario, en étant nonne ou religieuse, j'aurais pu écouter la voix de Dieu et dans ces cas-là, à la limite même, être sanctifiée. Quoique, remarquez, Jeanne d'Arc, on l'a bien brûlée quand même. Alors, c'est pas si évident que ça. Si j'étais née au XIXe siècle, au beau temps du spiritisme et de l'occultisme, j'aurais pu être la médium, celle qui entend la voix des esprits, que l'on invite dans les beaux salons parisiens, où j'aurais pu également être un sujet d'étude pour les scientifiques de l'époque, suffisamment ouverts pour se dire, après tout, derrière ce phénomène d'entente de voix, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir. Mais je suis née au XXe siècle. Et au XXe siècle, ceux qui entendent des voix, on leur colle l'étiquette de schizophrène. Et ça, vraiment, c'est pas sympa du tout. Et surtout qu'il n'y a pas d'autre alternative dans notre siècle. Et c'est terrible. Moi, il y a 30 ans, quand ça m'est arrivé, c'est vrai que bon, j'ai échappé à cette étiquette et je voulais un petit peu vous raconter comment ça a pu être possible. Voilà, donc ce témoignage que je porte aujourd'hui devant vous, c'est vrai que c'est le fruit de mon expérience, de mon vécu, l'expression de mes ressentis. Et bien évidemment, c'est l'interprétation aussi que j'en fais. Et c'est une interprétation subjective. C'est moi qui parle. Hein. Voilà, ce ne sont pas... C'est moi, derrière tout ce que je vais vous dire. Voilà, je pense aussi que les voix ne s'invitent pas par hasard chez certaines personnes et pas chez d'autres. Notre cerveau est un émetteur-récepteur. Je pense que ce n'est pas... C'est reconnu aujourd'hui même par tout le monde, et que les personnes qui entendent des voix sont éminemment réceptives. Elles sont plus réceptives que d'autres, et elles sont à l'écoute de quelque chose que les autres n'entendent pas. Un peu comme les chiens vont entendre des ultrasons, et puis que les humains n'entendent pas. C'est tout simplement... C'est aussi bête que cela. Donc voilà, donc il y a aussi, d'autre part, je pense aussi que les personnes qui entendent des voix sont prédisposées, peut-être par leur caractère. Ce sont des personnes souvent d'une grande sensibilité, comme je viens de le dire juste avant, plus réceptives que les autres. Et d'autre part aussi, bon, ça a été corroboré par maints témoignages. Elles ont vécu des choses, souvent ces personnes, difficiles et traumatisantes, qui ont amené les voix à rentrer en contact avec elles. Alors pourquoi ça relève encore du mystère. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas vécu de choses particulièrement difficiles et douloureuses, du moins dans mon enfance et dans mon adolescence. J'étais dans une famille aimante, il n'y a pas eu de soucis à cette période-là. Par contre, ça s'est un petit peu gâté dans ma vie de jeune femme, puisque j'ai été mariée très jeune, avec un mari qui ne me convenait pas du tout, qui était, je dirais, un brin sadique. Enfin, il ne battait pas, c'est pas ce que je veux dire, mais disons que c'était surtout verbal. J'ai beaucoup souffert de ces moqueries, il me rabaissait tout le temps, et vraiment j'ai été malheureuse avec cet homme-là, il me trompait, enfin ça. J'ai eu une vie de jeune femme qui n'était pas très heureuse. J'ai eu des enfants très jeunes aussi, et je n'étais sûrement pas prête à les accueillir comme j'aurais dû l'être. J'étais trop jeune et trop immature. Et donc, je me suis retrouvée, à un moment donné, j'ai quitté ce mari qui ne me convenait pas, j'ai divorcé. Et je suis passée vraiment par une grande traversée du désert, puisque j'étais très seule. Je me suis retrouvée vraiment très seule, avec mes enfants, avec une maison qu'on avait fait construire qui n'était pas terminée,
et que j'ai absolument voulu racheter à mon mari. Donc j'avais à la fois cette solitude, cette difficulté matérielle. J'avais aussi des doutes par rapport à mon métier. J'étais une jeune institutrice, mais je me demandais vraiment si j'avais choisi le bon métier. J'avais une crise de la vocation, comme on dit. Donc ça n'allait pas fort. Pourtant, j'avais quitté ce mari qui n'était pas du tout gentil. J'aurais dû me sentir mieux, mais c'était pas vrai du tout. J'allais vraiment mal. J'étais en colère. Je dis pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je suis si malheureuse, pourquoi il m'arrive tout ça. Enfin, j'avais l'impression de porter toute la misère du monde. Bon, c'était pas vrai, ce qui m'attendait derrière, c'était bien pire. Mais bon, à ce moment-là, j'étais dans cet état d'esprit-là, et c'était pas bien du tout. Donc, je cherchais à m'en sortir. Qu'est-ce que je pouvais faire pour m'en sortir, pour vivre mieux, pour être plus heureuse. Enfin, j'étais très idéaliste. Et comme je vous l'ai dit, j'avais ce caractère, moi, déjà, cette prédisposition. J'étais une femme sensible. Et j'étais aussi blessée par tout ce que je pouvais voir autour de moi, par la bêtise, par la méchanceté, par la jalousie. Et puis quand je regardais ce qui se passait dans le monde, alors là c'était encore pire, les guerres incessantes, l'exploitation de l'homme par l'homme, et vraiment tout ça me blessait énormément. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là vraiment dans ce monde qui est si moche? Pourquoi vivre? Pourquoi je vis? Pourquoi cette vie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que Dieu existe? Enfin, j'avais toutes ces questions qui me tournaient dans la tête, ces questions bien évidemment sans réponse. Et je me disais, bon bah voilà, je voulais qu'il m'arrive quelque chose de bien dans la vie, je voulais passer à autre chose, j'étais à la recherche de quelque chose. À cette époque-là, je me suis un petit peu intéressée à l'occultisme, et je pense que c'était pas du tout ce que j'aurais dû faire. Enfin bon, bref, j'étais curieuse de toutes ces questions paranormales et métaphysiques. Et puis voilà, puis un jour, je me suis réveillée une nuit, enfin plutôt à l'aube. Je me suis réveillée en quelqu'un m'appelait. J'entendais quelque chose. Alors, est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'était voulu? Ce jour-là, j'étais seule chez moi. C'était pendant les vacances scolaires. Mes enfants étaient chez leurs grands-parents. Donc, j'ai été vraiment seule. Puis je me réveille avec cette voix. J'entendais une voix qui m'appelait. Je dis, mais c'est bizarre, c'est curieux. Je suis seule dans la maison, normalement. Je m'assois dans mon lit. Je commençais à avoir le cœur qui battait à tout rompre. J'étais vraiment pas rassurée du tout. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte que cette voix que j'entendais, elle n'était pas autour de moi, elle était en moi. Oh la peur, la terreur que j'ai éprouvée, je ne vous dis pas, c'était inimaginable. J'essaye de me calmer, mais cette voix, elle était là, dans ma tête, dans mon corps, et elle me parlait sans arrêt, elle m'appelait par mon prénom. Josette, tu vas voir, je vais t'en faire baver, je suis là maintenant, je ne te quitterai plus. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible, je deviens folle. C'est la première idée que j'ai, je deviens folle. Calme-toi, hier tu étais très bien, tu as conduit tes enfants, tu t'es occupé de la maison, on ne bascule pas dans la folie comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Tu es encore capable de raisonner, tu es encore capable de réfléchir, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette voix? Et en plus, cette voix, elle était inhumaine. C'est une voix sans timbre. J'aurais pas pu dire si c'était un homme ou une femme, c'était inhumain. C'est une voix qui n'avait rien à voir avec notre voix humaine. C'était véritablement terrible. Et j'ai commencé à avoir des manifestations physiques, à claquer des dents, à grelotter, à transpirer, à trembler. C'était irrépressible, je ne pouvais plus m'arrêter. Alors je ne peux pas vous dire pendant combien de minutes, combien d'heures ça a duré, c'était hors du temps. Et je ne peux pas m'arrêter de claquer des dents et de trembler. C'était vraiment terrifiant. Bon, petit à petit, bien évidemment, ça s'est quand même un petit peu calmé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis, je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais je sais que j'ai pris une décision ce jour-là. Cette décision, ça a été surtout, tu n'en parles pas, tu ne dis rien, tu gardes ça pour toi. C'est vrai que j'étais une jeune femme, j'avais 30 ans, j'avais quand même une expérience, et je savais très bien dans quel monde je vivais, dans un monde pragmatique, matérialiste,
où ce genre de phénomène n'est pas reconnu. Et je savais très bien que si j'en parlais, personne ne me croirait. Personne ne me croirait, ce n'était pas recevable pour eux, et les gens auraient peur. Moi, j'avais peur de ce qui m'arrivait, j'étais véritablement terrifiée. Je crois que j'avais aussi très peur de ce qui m'attendait si j'en parlais, de ce qui m'attendait à l'extérieur. Alors j'ai décidé de garder ça pour moi et d'essayer d'y faire face. Alors les jours qui ont suivi ont été vraiment très chaotiques. La voix me parlait sans arrêt. Il y avait de rares moments où elle s'arrêtait. Ouf, je reprenais espoir, je reprenais mon souffle, mais non, elle était toujours là. Et cette voix, elle était méchante, agressive, moqueuse. Elle ricanait en permanence. Par contre, je n'ai pas eu d'insulte ou elle ne m'a pas donné d'injonction en disant fais ci, fais ça, va tuer ton chat bon, c'était pas ça. C'était plutôt elle cherchait à me déstabiliser et c'était très difficile à vivre. Bon, mais je me disais il faut faire face, il faut que tu t'en sortes, il faut que tu cherches ce que tu peux faire. Et puis il a fallu reprendre le chemin de l'école. Je suis allée rechercher mes enfants. Il a fallu affronter les autres et le regard des autres. Et c'est vrai que j'avais très peur que ça se voie, que l'on voie que je n'étais plus comme les autres. Et à ce moment-là, j'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir revenir, pour être normal, entre guillemets. C'est-à-dire la normalité, c'est-à-dire celle du plus grand nombre. Je ne voulais pas accepter ce qui m'arrivait, accepter ma différence. Mais je me doutais que je n'avais pas le choix, donc il fallait avancer. Donc j'ai continué comme ça, avec cette voix qui ricanait en permanence, qui me harcelait en permanence pendant des jours et des jours. Et puis une nuit de grand désespoir. Là, je me dis, je ne vais pas tenir le coup, je m'en sortirai pas. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as comme solution? Qu'est-ce que tu as comme alternative? Il y avait le suicide, j'y avais déjà pensé, ou il y avait la prise en charge psychiatrique, l'hôpital psychiatrique. Et ça, je m'y refusais parce que je savais ce qui m'attendait à l'hôpital psychiatrique. Je savais que ça serait la camisole chimique, que j'allais y perdre tout ce que j'aimais, d'abord mes enfants, ma famille, mon métier, mon identité. Alors d'un côté comme de l'autre, le suicide, j'y perdais la vie, mais d'un autre côté, à l'hôpital psychiatrique, je perdais ma vie également. Et j'étais dans un état de désespoir. Je dis, mais c'est pas possible, je veux pas perdre la vie, je ne veux pas perdre la vie. J'avais cru que j'étais malheureuse avant. J'avais cru que j'étais, mais je ne sais pas le vrai désespoir. Là, j'atteignais le fond, je connaissais le vrai désespoir. Et je voulais m'en sortir, je voulais vivre. Alors il y a quelque chose qui est monté de tout mon être. Une prière, et je me suis dit, mais s'il existe quelque chose dans ce monde, quelque chose de beau et de bien, pour l'amour de mes enfants, je ne veux pas les laisser, je ne peux pas les laisser. C'est cet amour qui me submergeait à ce moment-là. À la limite, perdre ma vie, c'est presque je m'en fichais, mais je ne voulais pas partir à cause de mes enfants. Et cette prière qui est montée, c'était irrépressible, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, mais aidez-moi, aidez-moi. Et c'était vraiment... Et tout d'un coup, la voix s'est arrêtée. Et cette nuit-là, pour moi, j'ai vécu un véritable miracle. Parce que je me suis rendu compte qu'à partir de là, je ne serais plus jamais la même. Je ne croyais pas, je croyais en rien. Mais là, j'ai eu la foi. Et elle ne m'a jamais quittée. C'est pas la foi dans un dogme religieux, ça n'a rien à voir. C'est la foi dans la vie, dans l'amour, dans ce qu'il y a de beau dans la vie. Il y a quelque chose de bien, je pense absolument, ça c'est bien évidemment c'est mon interprétation, je pense qu'il y a quelque chose dans l'univers, une force, une énergie, quelque chose de positif, et qu'on peut faire appel à cette force. Cette nuit-là, j'ai fait appel à elle, et elle m'a entendue. Et j'ai été vraiment submergée d'amour et de reconnaissance par si vous voulez, pour ce qui m'arrivait. Et la voix s'est arrêtée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, je ne me souviens pas exactement. J'ai pu à nouveau souffler et me dire, bon, ça va mieux, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais j'avais l'intuition que ça n'allait pas s'arrêter là, et qu'un jour la voix, elle reviendrait. Et effectivement, un jour, à nouveau, j'ai entendu une voix. Je n'entends qu'une seule voix à la fois pour ce qui me concerne. J'ai entendu une voix. J'étais désespérée. Mais ce n'était plus le même désespoir. Parce que cette voix que j'entendais à nouveau, ce n'était plus la même.
Ce n'était pas cette voix agressive, sarcastique, méchante qui m'avait torturée pendant des jours et des jours. J'ai tout de suite senti que cette voix était bienveillante et qu'avec elle, peut-être, je pourrais faire quelque chose. Mais c'était quand même extrêmement difficile parce que la voix, comment dirais-je, elle est dans votre corps d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Elle anticipe le moindre de vos mouvements. Elle est à l'écoute de la moindre de vos pensées. Elle sait tout ce que vous allez faire, tout ce que vous pensez. Elle est vraiment, elle est en vous. Et c'est très difficile à supporter et à accepter. Parce qu'une des peurs que j'ai eues et que j'avais très forte à ce moment-là, c'était la peur de ne plus être moi-même, la peur de perdre mon autonomie, de perdre ma liberté, la peur d'être sous l'influence de cette voix. Et heureusement, cette voix ne m'a jamais dit « fais ci, fais ça ». Et donc, c'était vivable quand même. J'ai pu réussir à vivre avec. Et petit à petit, je suis tellement émue, je tremble. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que la première fois, celle qui était très, très agressive, elle avait essayé de me montrer son pouvoir. Et ça, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont vécu ça. C'est inimaginable. Parce qu'elle est littéralement quelque part dans votre cerveau. Elle est aux commandes, elle est aux manettes. La voix qui me torturait, à plusieurs reprises, elle m'avait dit tu vas voir, je peux te paralyser un bras. Et effectivement, je ne pouvais plus me servir de mon bras. Tu vas voir, je peux te couper, tu ne sentiras plus le goût des aliments. Et je ne sentais plus le goût des aliments. C'était absolument terrifiant. Par contre, elle n'a jamais pu m'enlever la pensée. J'ai toujours réussi à penser par moi-même. Donc je pense que la pensée n'est pas connectée véritablement au cerveau. C'est quelque chose de mystérieux qui n'est pas lié au cerveau. Enfin, c'est moi qui pense ça. Hein. Et donc, par contre, la seconde fois que j'ai entendue après ce miracle qui m'est arrivé de cette nuit-là, elle était... elle n'a jamais essayé de me torturer d'une certaine manière. Elle était vraiment une voix apaisante et bienveillante. Donc, petit à petit, je pense que la première chose, ça a été... Bon, j'avais déjà accepté d'avoir ce phénomène en moi, que je ne pouvais pas faire autrement. Et j'ai commencé à accepter de vivre avec elle. Bon, au départ, je ne voulais pas. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais développé une voix intérieure, moi aussi. C'est-à-dire, c'est complètement différent de la pensée. Je pouvais parler avec elle, mais pas avec la voix avec laquelle je vous parle. Ce n'était pas une voix, c'était pas avec mon organe physique. C'est une voix intérieure avec laquelle je pouvais dialoguer avec elle. Mais je ne voulais pas dialoguer avec elle, parce que je refusais sa présence. Elle avait beau être plutôt sympa, et je refusais sa présence. Et puis, petit à petit, je me suis dit, après tout, elle est là, je vais quand même essayer de lui demander quelques petits trucs. Alors, alors au départ, je pense que pour me mettre en confiance, elle m'a dit des petites choses sympathiques, quoi. Enfin, elle m'a donné des petits tuyaux comme ça. Un jour, je cherchais une robe pour aller à une cérémonie, pour aller à un mariage. Elle m'a dit, bah, tu sais, tu vas dans tel... Je n'avais pas beaucoup de temps, entre le travail, les enfants, la maison et tout ça. Et elle m'a dit, tu vas à telle boutique et tu vas trouver la robe que tu cherches. Et effectivement, je suis allée dans telle boutique, j'ai trouvé la robe que je cherchais. Oh, c'était très, très agréable, c'est très sympa ça. Alors, donc je me suis dit, bah, je vais continuer, je vais lui poser des questions, je vais lui demander des choses. Et puis je me suis très vite aperçue qu'elle me répondait complètement de travers, tout à fait à côté de la plaque, et qu'à chaque fois que je lui demandais quelque chose, j'allais directement dans le mur. Et puis un jour, elle m'a dit, écoute, il faudrait savoir ce que tu veux. Si tu veux rester libre et autonome, ne me demande pas ce qu'il faut faire de ta vie. Ta vie, elle t'appartient. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle avait tout à fait raison. Si je voulais que ma vie m'appartienne, si je voulais être libre, il ne fallait surtout pas que je lui demande quoi que ce soit. Alors on a cohabité comme ça pendant un long moment, et je lui demandais absolument rien. Elle était là, une présence étrange et insolite. Mais petit à petit, je m'habituais à elle. Enfin, c'était quand même très bizarre comme sensation, la sensation d'être dans une réalité et d'être connecté à une autre. Ça, c'est assez curieux. Je l'ai toujours, d'ailleurs, cette sensation. Hein. Maintenant, je suis habituée, mais ça me fait toujours c'est toujours un petit peu l'impression que j'ai. Je suis dans cette réalité, dans ce monde physique, mais je suis connectée à une autre réalité.
Parce que je pense qu'il y a d'autres mondes, qu'il y a d'autres réalités et d'autres formes d'énergie qui ne sont pas celles de la Terre. Donc voilà, donc on a cheminé toutes les deux pendant un bon moment. Elle m'a quand même dit des fois des choses, pas du domaine du matériel, mais mon père est tombé gravement malade. Il a été hospitalisé d'urgence, mais bon, je ne savais pas que c'était aussi, effectivement, que c'était gravissime. Et un jour, elle m'a dit, écoute Josette, si tu veux revoir ton père vivant, il faut que tu partes tout de suite. Et là, j'ai su tout de suite qu'elle me disait la vérité. Donc je suis partie le lendemain tout de suite, et je suis arrivée juste un jour avant que mon père meure. Et là, j'avoue que c'était sympa de sa part de m'avoir donné ce petit renseignement. Donc j'ai pu voir mon père encore vivant une fois. Par contre, quand mon fils est tombé malade, très gravement malade, elle ne m'a pas du tout aidée. Enfin, elle ne m'a pas aidée. Je ressentais sa présence bienveillante, mais là, en plus, elle me parlait de temps en temps, mais pendant la maladie de mon fils, pratiquement, la voix s'est mise en sourdine. Elle ne me disait pratiquement plus rien, et à aucun moment, elle m'a dit que mon fils allait mourir. Elle m'a laissé vivre cette expérience jusqu'au bout. Il n'y a qu'à la fin, quand mon fils est mort, elle m'a dit, écoute, Josette, je suis près de toi. Je t'aime et je compatis à ton chagrin. Mais si tu vas t'en sortir, tu es forte, tu vas t'en sortir. Effectivement, je ne voyais plus du tout la vie de la même manière depuis que cette voix était arrivée. Autant j'avais été dépressive, désespérée quand j'étais jeune femme, que je trouvais que le monde était laid, était moche, autant depuis l'arrivée de cette voix, la vie m'était apparue complètement différente. Les choses m'ont semblé complètement différentes. J'ai aimé la vie. J'avais failli la perdre, j'avais failli basculer dans la folie, j'avais failli me suicider. Et là, j'ai compris combien la vie avait de prix et qu'on pouvait faire des choses belles et bonnes et bien dans cette vie. Et qu'il fallait vraiment profiter de cette vie pour les faire. Et ça, je m'y suis tenue tout le temps. Maintenant, c'est ma philosophie de la vie, ce que je ne peux pas changer, ce qui nous arrive, car hélas, comme la mort de mon enfant, comme plein de choses, comme la voix, ça on ne peut pas le changer la plupart du temps, il faut l'accepter, mais ce que l'on peut changer, ce que l'on peut faire par soi-même, là il faut s'y mettre et avec courage, il faut être à l'œuvre dans sa vie, il faut tenir les manettes, il ne faut pas se laisser faire. Et donc j'ai avec cette nouvelle conception de la vie, c'est vrai que j'ai pu accepter la mort de mon enfant, ce qui est vraiment extrêmement difficile, parce que ça paraît, il avait 20 ans, ça paraît parfaitement injuste qu'un enfant meure à 20 ans. Enfin, qu'un homme meure, parce que c'était déjà un homme. Donc voilà, est-ce que je vais arrêter de trembler là? Je suis trop émue. Donc, voilà, donc j'ai continué mon petit bout de chemin, j'ai élevé mes enfants, j'ai continué à travailler, j'ai eu des amis, et puis petit à petit, toutes les peurs que j'avais eues au départ, la peur de la voix, bien sûr, elle m'avait quittée, je l'avais acceptée, et puis la peur du regard des autres. Pendant longtemps, je vous ai dit, au départ, je ne voulais pas en parler. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'évoluais et que je progressais sur ce chemin, je n'ai plus eu peur du tout d'en parler aux autres. Alors là, j'ai commencé à en parler à mes proches, à en parler à mes amis, à en parler autour de moi. Pas à n'importe qui, hein, évidemment, parce que c'est vrai que si j'avais dit au sein de l'éducation nationale que j'entendais des voix, je pense que j'aurais été radiée et mise à la porte tout de suite. J'aurais été considérée comme un vrai danger pour les enfants. Bon, bref. Donc j'en ai parlé à mes proches, et c'est vrai que je n'ai jamais lu dans leur regard. Bon, ils étaient un peu étonnés, parfois j'ai vu de l'incompréhension, mais je n'ai jamais lu la peur dans leur regard. Et j'ai jamais lu non plus, bon, ils nous racontent des histoires, elle est complètement folle. Non, je crois qu'ils voyaient la manière dont je vivais, que j'étais saine de corps et d'esprit, je peux dire. Et donc ils avaient confiance, ça les a étonnés, ça les a interpellés. Et c'est vrai que je pense que ça fait réfléchir beaucoup de gens. Il faut en parler. Parce que les gens, ils sont dans un monde où on ne parle pas de ces choses-là. Et c'est absolument nécessaire d'ouvrir notre horizon et de voir qu'il se passe des choses différentes pour certains d'entre nous. Et donc les gens ont été bienveillants. Quand j'ai rencontré mon mari actuel,
Donc je vis depuis 30 ans avec lui, donc tout de suite je lui ai dit que j'étais différente, que j'entendais, que j'étais à l'écoute de quelque chose que les autres n'entendaient pas. Ça ne l'a pas véritablement surpris parce que c'était quelqu'un d'assez ouvert et il m'a dit j'ai toujours été curieux et j'ai toujours pensé qu'il y avait d'autres choses dans l'univers et ce que tu me dis là n'est pas vraiment, ne m'étonne pas. Donc nous avons cheminé tous les deux ensemble et il n'y a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Par contre, lui, il aurait bien aimé qu'elle me donne les numéros des lotos, mais du loto, elle n'a jamais voulu. Donc voilà, donc oui, j'en ai parlé aux autres, et puis bah, c'est bien de pouvoir partager, c'est bien de pouvoir s'ouvrir, de tout, oui, de s'ouvrir aux autres, quoi, parce que c'est difficile de garder ça pour soi. Mais je n'avais pas le choix, à un moment donné, je pense que je n'étais pas prête à le dire. J'avais trop peur de ce qui m'attendait. Et c'est vrai que je ne me suis jamais considérée comme malade. Je n'ai jamais pensé que j'étais malade. À aucun moment. Juste au tout début, quand la voix est arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que tu deviens folle, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais tout de suite après, je me suis ressaisie et je n'ai jamais pensé que j'étais malade. J'ai toujours pensé que je vivais quelque chose de différent, un phénomène extraordinaire. Et je pense qu'il y en a d'autres, des phénomènes extraordinaires. Il y a des gens qui voient des choses, il y a des gens qui, bien sûr, qui entendent des choses, il y a des gens, il y a toutes sortes de perceptions autres. Et une chose que m'a dit la voix, parce que maintenant je parle avec ma voix, mais je ne lui demande pas des conseils matériels. Ça lui est arrivé de me dire fais attention à ce que tu fais, tu as oublié de mettre du sel. Ça, c'est des petites choses comme ça rigolotes. Mais là, avec la voix, on parle philosophie, on parle plein de choses, on commente comment dirais-je, l'actualité. Mais elle m'a dit une fois, vous, dans les êtres humains, les êtres qui sont dans un corps physique, vous ne pouvez pas appréhender l'univers, le tout du monde sensible. Vous n'êtes pas, votre corps est trop limité, votre cerveau est limité, et encore on ne l'utilise pas comme on devrait l'utiliser. Et vous êtes limité par vos sens. Donc ce n'est pas la peine que je te parle de ce qui se passe ailleurs, tu ne peux même pas l'imaginer, tu ne peux pas le comprendre. Vous êtes trop limité. Bon, ça, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on ne sache pas tout. Il faut accepter que l'on soit limité. Et bien souvent, ce qui perd l'homme, c'est son orgueil. Il pense tout savoir, il pense tout connaître. Et ça, c'est une très, très grave erreur. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour vivre et pour essayer d'avancer sur le chemin de la vie. Donc voilà, j'ai continué, donc moi, sur le chemin de la vie avec ma voix, et ça allait bien, de mieux en mieux. Et je peux vous dire que je suis très contente de l'avoir rencontrée, cette voix. Je suis très contente qu'elle soit venue à moi. Ça m'a complètement changé. Ça a été vraiment un chemin initiatique. Ça m'a, bien sûr, c'était au départ, je vous l'avoue, un véritable cauchemar. Ça, c'est vrai. J'ai vécu un véritable cauchemar. Et je comprends ceux qui le vivent encore, ceux qui ne s'en sont pas sortis. Et je voudrais tellement, tellement les aider et leur dire on peut vivre avec. Et une chose qui me paraît très importante à dire, j'ai comme l'impression que les voix sont attirées un petit peu par ce que l'on vit, par ce que l'on est, par nos états d'esprit. Par exemple, j'étais à l'époque où la voix est arrivée, bien évidemment j'étais à la recherche de quelque chose, mais aussi j'étais dans la colère, j'étais dans la négation, j'avais un état d'esprit de mauvaise pensée. Et ça n'allait pas, quoi. C'était pas bien ce qu'il y avait dans ma tête. Et au fur et à mesure que je me suis changée, que je me suis dit, bon, il faut prendre la vie différemment, il faut être positif, il faut être dans l'amour, il faut voir les choses comme ça, il faut aider les autres, il faut que toi-même tu aies des bonnes pensées. Je pense qu'au fur et à mesure, d'une part, la voix qui était bienveillante est arrivée, et elle a été de plus en plus discrète. Et je sentais si vous voulez, qu'elle était d'accord avec mon chemin de vie, qu'elle était d'accord avec ce que j'essayais de mettre en place dans ma vie. Donc je pense que c'est très important de se changer d'abord soi-même, d'être bien dans sa peau, de voir les choses différemment, de voir les choses d'une manière positive. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc voilà, aujourd'hui, bien sûr, je vais très bien. Je veux absolument essayer d'aider les autres à aller bien. Oui, bien sûr. Alors, je vais juste vous lire. On fait une petite revue
s'appelle La Reverdie. Dans cette petite revue, on peut écrire un texte. Et je vais vous lire le texte. C'est Ève qui a fait le numéro de cette Reverdie-là, une de mes collègues du Rêve France. Et je vais vous lire le résumé de ce que j'ai, de l'histoire que je viens de vous raconter, ce que j'ai écrit pour La Reverdie, pour la revue du Rêve. Cohabiter avec ces voix, oui, c'est possible. Et je dirais même que cette voix, c'était l'amie que je n'attendais pas. J'entends une voix depuis plus de 30 ans. Elle est dans ma tête, dans mon corps. Elle ressent tout ce que je ressens. Elle lit mes pensées, anticipe mes désirs, participe de mes joies et de mes peines, mais jamais ne se mêle de diriger ma vie. Et c'est cette neutralité, sans doute, qui m'a permis d'accepter, de supporter cet hôte indésirable. Elle m'habite d'une certaine manière, mais plus précisément, je dirais que nous cohabitons, et aussi surprenant soit-il, d'une façon plutôt agréable. Et pourtant, ce ne fut pas toujours le cas. Il y a eu un avant et un après la voix. Avant, j'étais normale, entre guillemets. Je n'entendais qu'avec mes oreilles. Je ne communiquais qu'avec ma bouche. Je gardais mes secrets. Avant, j'étais banale. Un boulot, un mari, des enfants, puis un divorce, des aventures, des galères. Avant, j'étais tout sauf sûre de moi. J'avais peur des questions sans réponse, de l'avenir, de la vie. Avant, je me sentais perdue, malheureuse souvent. Et puis un matin, la voix est arrivée. Dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, et avec elle, le pire des cauchemars est devenu réalité. Négative, agressive. Avec cette voix, j'ai connu la torture mentale, physique, la peur incessante, le vrai désespoir. Que me reste-t-il comme solution? La camisole chimique? Le suicide? J'ai commencé une quête pour comprendre comment j'en étais arrivée là et pourquoi. Ce qui justifiait et ce que mettait en place la voix dans ma vie. Une quête spirituelle, religieuse, historique, philosophique. Je cherchais tout azimut. J'avais tellement besoin de comprendre ce qui m'arrivait, de mettre un sens sur ce phénomène. Au final, je me suis enrichie, même si le voile n'est pas entièrement levé, mais pour ce qui me concerne, je pense que les voix ne viennent pas par hasard. Elles sont des révélateurs de ce que nous avons vécu, de ce que nous pouvons devenir. Elles nous invitent à réfléchir, où elles nous détruisent, où elles nous construisent. J'ai opté pour la deuxième solution. Aussi, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais ignoré avant, la beauté incroyable de la vie, l'amour qui nous relie. J'avais tellement de choses à apprendre, à comprendre, tant de choses à faire. Et la première, faire face, remonter vers la lumière du puits sans fond où j'étais tombée. Alors, si j'ai prié, aimé, cherché, j'ai surtout accepté cette voie. Ce phénomène inimaginable que je ne comprenais pas, mais qui, je le subodorais, ne me quitterait pas. Je n'ai pas frappé à la porte du psychiatre. Pouvait-il comprendre ce qui m'arrivait et m'aider? Je ne le pensais pas. À tort peut-être, mais ce fut mon choix. Et la voix resta. Et la voix changea. Aujourd'hui, je suis différente. Je n'entends pas qu'avec mes oreilles, mais j'écoute la voix dans le silence de mon être. Je lui parle sans que mes lèvres bougent et nous dialoguons comme deux amis. Aujourd'hui, je suis confiante. Je n'ai plus peur. J'aime la vie et la respecte. Et malgré les embûches et les malheurs que celle-ci ne m'a pas épargnés, je n'ai plus jamais connu le désespoir et le doute. Paradoxalement, cette voix mystérieuse m'a rendue plus forte, plus consciente, et si j'ai mal parfois, si c'est pour ceux qui souffrent, qui sont dans les ténèbres, comme je l'ai été, alors comment faire renaître l'espoir? Je n'ai pas de recette, sinon vivre du mieux que l'on peut, avec comme objectif s'en sortir. Et s'il est faisable de vivre avec cette écoute, alors il faut tenter l'impossible et accepter l'ami que l'on n'attendait pas. Voilà, merci. Voilà. Oui. Et si vous voulez me poser des questions, je vous y répondrai. Oui. Oui, je vous remercie beaucoup. Je voulais savoir, surtout la question, je souhaiterais poser la question surtout à vos proches.
vos enfants ou votre mari qui sont là lorsque les voix viennent sur vous? Comment vous êtes physiquement au moment où vous sentez les voix? Je voulais savoir comment vos proches vous perçoivent. Mais je pense, au début, si vous voulez, je l'ai caché à mes proches. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas dit à mes proches. Il y a juste une fois, ma belle-mère, qui était une femme très perspicace, m'a dit: tu as l'air très bizarre, tu n'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle, tu as maigri, ça va pas? Mais là, dans la plupart des cas, les gens ne s'en apercevaient pas. Ou alors je devais vraiment bien le cacher. Et maintenant, les proches, ils sont au courant. Et quand la voix me parle, je ne peux pas vous dire, mais ça ne se voit pas, vous ne pouvez pas le percevoir. Là, elle vous fait un petit coucou, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Oui? Ça vous va? Parce que je voulais ajouter quelque chose là-dessus. Oui. On va laisser Vincent et puis on reprendra Vincent parler et puis peut-être qu'il va répondre à certaines de vos questions et puis après, de toute façon, on prendra les questions pour les deux personnes. Je voudrais remercier Josette qui m'a arraché des larmes parce que son parcours, c'est le mien. Nous sommes jumelles, nous avons le même âge, le même parcours. La seule différence avec Josette, c'est que... On n'entend pas. Ah, pardon. La seule différence avec Josette, c'est que moi, j'ai été internée, j'ai connu les neuroleptiques. Moi, j'étais une femme au foyer. Josette, elle a fait une belle carrière d'enseignante. Donc, moi, je suis toujours mariée avec le même homme depuis 48 ans. Donc, je n'ai pas eu la force de Josette. Je ne serai jamais une femme libre, puisque je n'ai pas de retraite. Mais je suis absolument d'accord dans le moindre détail de tout ce qu'elle a dit. C'est vraiment mon parcours. Et aujourd'hui, je vis en harmonie avec ma voix. C'est-à-dire que je cuisine, je tricote, je couds, je chante, je ris, je peins, comme Josette. C'est mon histoire aussi. Merci Josette. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est bien, j'espère qu'on va redonner de l'espoir à des gens qui n'en ont plus. Voilà.